Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus de Texama Show. On reprend tranquillement, j'ai fait une petite pause pour un peu rediriger un petit peu. Je pense que ma chaîne, le problème de la chaîne allait trop dans une certaine direction, j'aimais pas trop ça, donc je vais essayer de corriger ça au fil des vidéos et tout ça. Puis j'en ai profité aussi un petit peu pour me détendre, vu que c'est un peu une chaîne que je fais pour le plaisir, il n'y a aucune motivation financière derrière. Bien que j'ai déjà fait une vidéo sponsorisée, mais comme j'ai dit, c'est plutôt pour financer des trucs que j'utilise dans la chaîne, pour qu'au moins la chaîne me coûte pas d'argent, ce sera quand même bien. D'ailleurs, cette vidéo sponsorisée n'a pas remboursé ce que j'ai investi dans la chaîne, donc je tiens à préciser. Alors, du coup, on va directement commencer avec l'actualité, vous êtes là pour ça. Je vais traiter de l'actualité de cette semaine-ci qui est passée, donc la semaine avant, on est lundi aujourd'hui. Et évidemment, je parlerai aussi peut-être quelques trucs que j'ai manqué par le passé un petit peu quand même, pendant que j'ai fait cette petite pause. Donc, Galaxy Note 8, annoncé, même carrément présenté, tout ça. Donc, la Galaxy Note 8, première Galaxy Note depuis la Galaxy Note 7, qui était, on va dire, un téléphone assez explosif. Et du coup, évidemment, un téléphone qui attire beaucoup l'attention rien que à ce niveau-là, mais aussi parce que c'est le haut de gamme, le ultra haut de gamme de Samsung. Alors, personnellement, je m'attendais un petit peu à mieux, mais le téléphone a quand même des points assez importants, pas mal. Donc, le design est très proche d'un Galaxy S8. Il est juste un petit peu plus rectangulaire, donc les coins sont moins arrondis. Et il est légèrement plus grand qu'un Galaxy S8 Plus. Toutefois, ça reste pratiquement Galaxy S8, faut le dire. Hein. Le design est assez similaire, juste qu'il y a le stylet en plus. Il y a toutefois des différences, notamment au niveau de la batterie, qui est plus petite que le Galaxy S8 Plus. Ça, c'est dommage. Et aussi des non-différences qui, on aurait bien voulu voir une différence, notamment au niveau de capteur d'empreinte, qui est toujours près des capteurs photo. Et ça, c'est stupide. Je suis désolé, c'est stupide. C'est juste pour le design qu'ils le mettent là, pour que ça fasse joli, à mon avis. Mais à côté de ça, ça le rend pas très utilisable, on va être très honnête. Alors, évidemment, ils mettent en avant la reconnaissance faciale et tout ça, sauf qu'il y a plein de gens qui l'ont trompé avec une photo imprimée sur une feuille de papier, donc pas génial. Tant qu'on est dans tout ce qui est similaire, on va parler aussi un petit peu des spécifications, donc il a à peu près les mêmes spécifications qu'un Galaxy S8. Donc vous avez le même Snapdragon 835, à peu près le même espace de stockage, ça dépend, ça va même jusqu'à 128 Go. Vous avez aussi l'extension via carte SD, donc ça c'est plutôt cool. Et évidemment toutes les fonctionnalités propres à Samsung, donc water resistant, donc résistant à l'eau, et tous les Bixby et tout ça. Il y a même un bouton Bixby maintenant sur le Galaxy Note 8. Ça, c'est génial. Pas vraiment. Si seulement Bixby était bon au moins. Et si seulement on pouvait remettre Google à la place sur le bouton Bixby, mais bon. Mais les grosses différences au niveau du capteur photo, notamment les deux capteurs photo maintenant. Donc vous avez un capteur photo normal et puis vous avez un capteur photo avec un zoom. Donc un petit peu comme fait actuellement Apple. Donc vous avez en gros un capteur photo qui est zoomé par défaut. Donc ça vous permet de tout simplement prendre des photos de quelque chose qui est un petit peu plus loin. Donc ça c'est plutôt pratique hein, parce que les téléphones ne sont pas très doués pour prendre des photos de loin vu que si vous zoomez sur une image numérique vous allez perdre en qualité très vite. Toutefois, contrairement à l'iPhone, une petite différence c'est que le deuxième capteur photo qui est zoomé est stabilisé aussi. Donc les deux capteurs photo sont stabilisés. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour le reste, comme j'ai dit, ça reste assez similaire en fait. USB type C, évidemment. Il a un port pour un casque, headphone, donc un jack. Donc ça, toujours pas de disparition du jack chez Samsung, ce que je suis plutôt content à voir. Donc là, on peut voir un petit peu les spécifications si vous voulez les. Ah oui, évidemment, en Europe, vous avez l'Equinox à la place du Snapdragon. Mais c'est, s'il me semble très bien, oui, c'est exactement le même Equinox qu'il y a dans le Galaxy S8. Donc aucune différence à ce niveau-là. Et voilà les autres spécifications assez similaires, sauf le prix évidemment, qui est en hausse. Donc on a 1000 € de prix. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Bon, la dernière Galaxy Note était pratiquement aussi chère, on va être honnête, mais ça fait quand même beaucoup. Et du coup, je pense honnêtement, c'est mon avis personnel, je pense qu'il y a pas mal quand même de défauts pour ce prix-là. La batterie qui n'est clairement pas assez grande, le fait que le capteur d'empreinte est toujours très mal placé, et aussi le fait que vous avez Bixby qui est juste mal fait et mal intégré.
je pense qu'il a quand même pas mal de défauts et pour 1000 €, ça fait beaucoup de défauts. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. On a aussi le LG V30 qui commence à montrer un petit peu le bout de son nez. Donc le LG V30, ce sera le troisième itération de chez LG de la gamme des V10, V20 et V30 maintenant. Donc c'est des téléphones très haut de gamme, un peu similaires à la Galaxy Note en quelque sorte en termes de positionnement. Donc c'est plus haut de gamme qu'un LG G5 et G6, mais aussi avec des fonctionnalités un petit peu spéciales. Donc les premiers LG G20 et G10 avaient par exemple un écran supplémentaire sur le dessus qui permettait de mettre la barre de notification. Un exemple, ils avaient aussi des choses que les gens aimaient beaucoup, donc par exemple la batterie qu'on pouvait retirer et remplacer. Malheureusement, ce LG V30, pour en tout cas les amoureux du LG V20, est plus un téléphone un peu plus traditionnel. Donc il a d'abord un écran, comme vous pouvez le voir, avec une très fine bordure sur le côté, un petit peu à la Samsung. Toutefois, ce n'est pas aussi incurvé que Samsung, on ne le voit pas très bien sur cette image, mais je peux vous le garantir que ce n'est pas aussi incurvé. C'est-à-dire que vous avez quand même une meilleure prise en main et vous avez moins de chances, comme sur les téléphones Samsung, de faire une fausse entrée, une fausse manipulation tout simplement en mettant votre pouce sur le côté de l'écran et puis « Oh mince, j'ai activé, j'ai appuyé sur une icône ». Ça peut arriver si vous avez des grandes mains ou vous avez des gros doigts tout simplement. Donc ça arrivera moins avec ce téléphone. Donc moi personnellement je préfère justement cette approche de design et pourtant vous avez quand même un écran, comme vous pouvez le voir, assez massif, hein. On est sur du 2880 pixels sur 1440, donc un format assez similaire au final à ce que vous pouvez retrouver sur la Galaxy S8, juste un petit peu moins grand, juste un tout petit peu. Vous avez aussi un Snapdragon 835, c'est habituel, hein, je veux dire, tous les téléphones longs. La taille de l'écran fait 6 pouces, mais évidemment, comme l'écran est pratiquement tout ce qu'il y a à l'avant du téléphone, le téléphone en tant que tel ne sera pas plus gros qu'un téléphone de 5,7 ou même 5,5 pouces. Donc ça, c'était un gros point positif. Et puis, le reste des spécifications, donc 4 Go de RAM, suffisant. Certaines personnes diront peut-être aussi ça aurait été un petit peu mieux. 64 à 128 Go. Vous pouvez étendre via micro SD, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez toutes les spécifications normales. Très important, la batterie qui est à 3300 mAh, donc ça c'est honnête, peut être mieux, mais pas trop mal. Et l'une des fonctionnalités principales de 2017 en tout cas, c'est le double capteur photo évidemment. Donc là, contrairement à Samsung qui a pris l'optique, enfin a pris la même direction que Apple à faire un capteur photo zoomé. Ici, le deuxième capteur du LG est grand angle, donc ça peut vous permettre de prendre des photos grand angle. Ce qui est très pratique aussi. Honnêtement, je trouve qu'il y a deux trucs qui manquent aussi sur le téléphone. C'est soit la possibilité de zoomer, ce qu'a fait Samsung. Ça permet aussi de faire un meilleur flou à l'arrière des gens si vous prenez un portrait. Et aussi le grand angle qui, des fois, vous êtes en face de quelque chose avec votre téléphone et puis vous êtes là en mode je n'arrive pas à l'inclure, je dois reculer. Et puis vous reculez, vous reculez, vous reculez, vous reculez. Puis j'arrive à l'inclure, hop, puis vous prenez la photo. Donc là, gros point positif aussi. Au final, il nous faudrait 3 capteurs photo. Il en faudrait un normal, il en faudrait un avec un zoom et il en faudrait un avec un grand angle. Voilà, on serait complet, non? Non, c'est peut-être un peu abusé à mon avis. Ouais, on va éviter quand même. Ensuite, c'était à peu près tout en fait. Donc là, cet article se réfère à Android compare à la Galaxy Note 8 parce que au Galaxy S8, même à la Galaxy Note 8 en fait, donc assez similaire au final. Ensuite, YouTube commence à isoler les vidéos qui ont des contenus offensifs. Bon, ça fait quelques mois qu'ils le font, mais là, ils sont renforcés à ce niveau-là. Petite précision toutefois, c'est que apparemment, ça ne marche pas très bien, parce qu'ils ont déjà commencé apparemment voilà une semaine, parce que je connais d'autres youtubeurs qui ont été affectés, qui ont juste genre des youtubeurs Minecraft, qui font des vidéos Minecraft, où ils sont juste en mode « Ah, on va poser des cubes et tout ça », qui se sont fait retirer la monétisation sur leurs vidéos. Donc oui, je pense que c'est peut-être un peu trop sensible YouTube, on va peut-être éviter. Mais bon, en tout cas, YouTube continue dans cette voie-là. J'ai juste envie de dire, ça n'aurait jamais arrivé si ils avaient mis des contrôles suffisants dès le départ, et maintenant ils sont en train de surréagir. C'est vraiment, ce genre de geste, c'est vraiment pour montrer aux publishers, enfin aux ceux qui achètent des pubs sur YouTube, c'est pour le montrer. Et regardez, on fait vraiment beaucoup d'efforts pour éviter que vos pubs finissent sur des vidéos comme ça. C'est vraiment, ils surréagissent pour garder leur marché de pub, ce qui est complètement compréhensible, hein. Je veux dire, n'importe quelle compagnie
feraient certainement ça à leur place. Mais une chose est sûre, c'est que s'ils avaient mis en tout cas en place dès le début les bonnes choses, s'ils avaient interdit à des gens de littéralement arriver, monétiser directement leurs vidéos juste en configurant un Google AdSense et juste monétiser n'importe quoi comme vidéo, ça ne serait pas arrivé. Donc ouais. On a aussi quelques news au niveau des Vega. Alors, ça c'est un peu plus vieux. C'est au niveau de... Je sais pas pourquoi il y a une bulle flottante ici qui est restée là. What are they can't destroy? What? Du coup, les RX Vega 64 et 56 sont sortis. Donc la 64 est la haut de gamme, la 56 là un peu moins haut de gamme. Malheureusement, alors les prix annoncés sont pas du tout vrais. La Vega 56, vous la trouvez à plus de 500-600 $, plus de 500-600 € facilement aussi. La Vega 64, c'est encore pire. Au niveau des performances, c'est à peu près ce qu'on s'attendait. La 64 est en léger retrait par rapport à une 1080. Et la 56 est légèrement devant une 1070. Ça dépend évidemment des jeux. Donc, au final, la vraie intéressante, c'est la 56. Si vous arrivez à la trouver en stock et si vous allez arriver à la trouver à un bon prix. Parce qu'évidemment, c'est pas du tout le cas. Il y a aussi une différence quand même, c'est que les Vega 56 consomment quand même plus que les 1070. Malheureusement, c'est un petit peu dommage, c'est un peu décevant, mais évidemment, tout le monde n'est pas hyper intéressé non plus par la consommation. Je suppose, parce qu'il y en a qui s'en fichent un petit peu. Personnellement, tant que la différence n'est pas trop énorme, ça me dérange pas. Vous voyez, si c'est juste 20, 30, 40 watts, ça me dérange pas. Si on commence à aller au-dessus, beaucoup plus, ça devient vite dérangeant parce que une carte qui consomme plus, chauffe plus aussi. Et surtout, elle dissipe plus de chaleur dans l'air chez vous. C'est-à-dire que ça chauffe plus facilement votre pièce. Alors si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de chauffage et que vous avez tout le temps froid, bah alors génial, prenez une Vega 56, overclockez-la et vous serez tranquille. Mais sinon, personnellement je trouve que c'est un petit peu dommage. Après la Vega 56 ça va encore, franchement. C'est la 64 où ça devient un peu abusé niveau consommation. Si vous regardez là, 295 watts et la version liquide à 345 watts, what the fuck. Enfin bref, il y a plein de reviews, vous pouvez aller les lire. Mais c'est à peu près comme je vous ai dit, la Vega 56 c'est la plus intéressante si vous arrivez à la trouver. Et puis voilà. Alors en parlant de carte graphique, le PCI Express 4. Alors le truc c'est que le PCI Express, l'énorme PCI Express devait s'enchaîner assez vite. Ça il faut le savoir. C'était genre tous les 4-5 ans. Et entre, donc vous voyez là, en 2003 on a eu le PCI Express 1. En 2006 le PCI Express 2, donc 3 ans après. 4 ans après on a eu le PCI Express 3, j'ai du mal à le dire. Et puis, 7 ans plus tard, what the fuck, on a eu le PCI Express 4.0. Enfin, on devra avoir le PCI Express 4.0. Et du coup, ça, il y a eu des petits problèmes. Alors, la raison principale qu'ils ont donnée, et je suis parfaitement d'accord, c'est que le PCI Express 3 n'était pas trop utilisé, en fait. Enfin, il était mis dans toutes les cartes mères, mais il y a déjà des tests qui ont été faits de gens qui font tourner une carte graphique haut de gamme sur un PCI Express 3.0 en x8, donc la moitié d'un vrai port PCI Express x16, et ils se rendaient compte qu'au final, c'était suffisant pour la carte. Donc, la raison pour laquelle ça a mis autant de temps, c'est parce que personne n'en a vraiment besoin. Par contre, maintenant, on commence à voir quelque chose depuis 2 ans, 1 an, c'est des SSD en M.2 qui utilisent des lignes PCI Express. Et eux, ils ont vraiment besoin de beaucoup de bandes passantes. Et c'est là, pour ça que le consortium qui s'occupe du PCI Express a un petit peu accéléré les choses. Donc on devra avoir en 2017 ou début 2018 le PCI Express 4.0 qui double la vitesse du PCI Express 3.0. Donc ça veut dire qu'un port x8 en PCI Express 4.0 aura la même bande passante qu'un PCI Express 3. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi qu'on prévoit un futur où c'est même pas grave de ne pas avoir un CPU avec 32 lignes PCI Express pour faire tourner nos SLI ou Crossfire. On pourrait juste avoir 16 lignes PCI Express réparties sur les 2 cartes graphiques, ce serait largement suffisant. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire aussi que les lignes en plus, qui sont en 3, on pourrait les utiliser pour des SSD vraiment rapides. Donc là, certainement des gigas et des gigas à la seconde. Bon, est-ce que ce sera forcément le plus utile à tout le monde? Je ne suis pas 100% sûr. Mais c'est une bonne chose quand même. C'est bien d'avoir le choix en tout cas. Le PCI Express 5.0 aussi arrivera genre 2 ans après. Bon, honnêtement, je le vois plutôt arriver fin 2019, début 2020. Parce qu'il faut faire attention aux timelines comme ça. Et lui, doublera encore plus sa vitesse. Donc, en gros, il quadruplera la vitesse par rapport au PCI Express 3.0. C'est-à-dire que d'ici 2019, vous pourrez mettre une carte graphique
et ça c'est très intéressant, dans un slot PCI Express 4 fois, et avoir la même bande passante qu'un PCI Express 3.0. Vous allez me dire, oh ben ça sert à quoi? Qui ferait ça? Il y a un cas d'utilisation très particulier où ce serait très utile. Je pense que vous avez tous vu les GPU externes en Thunderbolt. Il faut savoir que le Thunderbolt, justement, passe 4 lignes PCI Express 3.0 via le port Thunderbolt. Et du coup, si vous avez un dock externe avec une carte graphique externe, sur un MacBook, sur un petit ordinateur portable ou autre chose, eh bien, vous avez 4 lignes maximum. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes limité. Ça bride les performances de la carte graphique parce que c'est pas assez. Mais du coup, si on passe à même du PCI Express 4.0, 4 lignes en PCI Express 4.0 ou même 5.0, ce serait largement suffisant pour une carte graphique haut de gamme. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça, je pense que c'est les gens qui ont ce genre de solution qui seront les plus intéressés. Par contre, il faut que la carte graphique soit compatible PCI Express 4.0. C'est pas juste, vous pouvez pas prendre une 3.0, la mettre dans un slot 4.0. Ça marchera, hein, mais ça ne fonctionnera pas à la vitesse annoncée ici. Donc évidemment, il faudra des nouvelles cartes graphiques et des nouveaux docks Thunderbolt qui supporteront ça. Donc il faudra repayer à mon avis. Donc vos jolis docks de 250 €, il faudra les repayer. Donc ouais. Il faudra aussi que votre ordinateur de l'autre côté soit à jour aussi. Parce qu'évidemment, il doit supporter aussi la norme PCI Express 4.0. Donc ouais, il faudra tout changer en gros, si vous voulez que ça marche bien. Ce qui est peut-être un peu gênant en fait. Enfin bref, très intéressant. Surtout pour ceux qui sont intéressés par le stockage très rapide, donc les serveurs et tout ça. Et aussi les gens, comme j'ai dit, qui auraient peut-être besoin du Thunderbolt. Et aussi ceux qui ont besoin de network très rapide, notamment si vous avez du 10 gigabits. Donc ça fait très longtemps qu'on est coincé au 1 gigabit au niveau Ethernet. Ça suffit, hein, ça suffit. Mais si ça continue, si la plupart des gens ont du SSD dans leur PC, le fait de faire un transfert sur le network entre deux PC serait ralenti par un port en gigabit. Du coup, on pourra arriver à une situation où, comme les lignes PCI Express sont tellement augmentées, il va en avoir des premières cartes 10 gigabits sur des PC peut-être, qui seront directement intégrées. Donc ça pourrait être plutôt cool. Moi, je serais assez intéressé, surtout que j'ai un NAS et je ne peux pas aller à pleine vitesse dessus parce que Synology n'a toujours pas implémenté le multi-channel sur Samba, mais bon, ça c'est autre chose. Le Core i7 8700K qui était un petit peu... qui était vu dans la nature, on va dire. Donc, je vous rappelle, pour la prochaine génération de CPU que Intel a d'ailleurs avancé, je me demande bien pourquoi, nous allons avoir des i7 6 cœurs, 12 threads, des i5 6 cœurs, 6 threads, et même des i3 4 cœurs. Et peut-être 4 threads, à mon avis. Ou peut-être 8 threads, on ne sait pas. Du coup, évidemment, c'est une réaction directe par rapport à AMD, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de le cacher. C'est une bonne chose pour tout le monde, évidemment, parce que ça veut dire que ceux qui attendaient peut-être encore, qui ont un vieux Core i7 2600K, qui étaient là en mode « j'attends de voir ce qui arrive », ben voilà une bonne manière, enfin une bonne raison d'upgrade. Alors évidemment, il faudra voir les prix, parce que c'est Intel, hein, il faut toujours s'en rappeler. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc ça devrait certainement encore plus casser le marché. Donc vous devriez trouver des Ryzen encore moins chers parce qu'AMD va certainement baisser les prix en réaction à ça. Vous devriez trouver des Core i3 qui ont la puissance d'un Core i5 pour moins cher qu'un Core i5. Donc ça c'est très bon pour vous. Et en plus vous devriez avoir des Core i7 6 cœurs pour ceux qui veulent vraiment enfin une véritable puissance sans passer à du méga haut de gamme comme le X299 où vous devez investir énormément d'argent dans une carte mère. Là, vous pourrez vous dire, ok, bon, le processeur coûte cher, hein, 400 € certainement que ce sera, mais au moins je peux acheter une carte mère qui coûte 150 €. Et là, ça me fait économiser. Donc ça, c'est très intéressant et j'ai hâte de voir ça arriver tout simplement. Hein. Bon, évidemment, si vous avez vraiment besoin de puissance CPU, Ryzen restera mieux parce qu'un 8 cœurs, 16 threads, c'est forcément mieux qu'un 6 cœurs. Mais ça commence à, vous voyez, un peu réduire l'écart. Donc ça, c'est assez intéressant. On a d'ailleurs, en parlant de Ryzen, ils ont lancé le Threadripper 1900X. Ils ont aussi lancé le 1950 et le 1920X. J'en avais un peu parlé. Ils sont sortis depuis. C'est à peu près ce dont on s'attendait. Donc des très bons processeurs qui sont évidemment un peu moins puissants en monocœur par rapport à Intel. Mais qui ont 16 fucking cœurs pour le plus grand.
32 threads, donc forcément c'est sacrément puissant en tâches qui savent les utiliser. Donc là ils ont lancé le 1900X qui lui utilise encore une fois la plateforme X399, donc le nouveau socket TR4, donc vous devrez acheter une grosse carte mère pour l'utiliser, mais c'est un processeur weaker 16 threads comme le 1800X. Toutefois, il faut quand même le dire, c'est que le 1800X utilise un seul module Ryzen, on va dire, ou plutôt die, pour ceux qui ça serait un seul morceau de silicium, alors que le 1900X, c'est techniquement 2 Ryzen avec la moitié des cœurs castrés. Donc ça, il faut quand même le préciser. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça lui permet d'avoir plus de lignes PCI Express, donc il aura 64 lignes PCI Express, et aussi le support du quad channel au niveau mémoire. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui auraient juste besoin d'un maximum de PCI Express pour du stockage, pour du networking, pour des cartes graphiques, pour du mining de je sais pas moi, de cryptocurrency par exemple, mais qui ne veulent pas non plus un processeur à 1000 € qui est ultra trop puissant pour ce qu'ils veulent faire. Donc c'est un cas d'utilisation très spécifique évidemment, mais toutefois c'est un cas d'utilisation qui existe et c'est comblé grâce à ce processeur là, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, 64 lignes PCI Express et il est à peine un peu plus cher que le 1800X, avec une fréquence en hausse d'ailleurs, il est à 3,8 GHz avec un boost à 4 GHz, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a une petite... il y a une petite faille de sécurité sur Instagram. Quelqu'un a réussi à télécharger 4 millions de données sur des utilisateurs. Oups, j'ai envie de dire. Donc, c'est une faille qui apparemment... Enfin, il se doutait pas que ce serait exploitable par un algorithme ou autre chose. Genre, évidemment, la personne qui a fait ça n'a pas téléchargé manuellement les 4 millions. Il a fait un algorithme pour le faire. Mais les gens qui avaient déjà découvert cette faille pensaient que ce n'était pas possible, parce qu'elle était trop complexe. Malheureusement, quelqu'un y arrivait. Du coup, 4 millions d'utilisateurs étaient téléchargés en un peu plus d'un jour, si je me souviens bien. Évidemment, au bout d'un moment, ils s'en sont rendus compte. C'est pour ça qu'il n'y a eu que 4 millions, parce que Instagram a plus de 70 millions d'utilisateurs. Donc, ça reste pas la plupart des utilisateurs, évidemment. Donc, si vous avez un compte Instagram, vous avez beaucoup plus de probabilité de ne pas avoir eu ce problème-là. La caméra vient de se couper, c'est pas grave. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Mais il faut quand même le préciser, et ça me permet d'en revenir toujours au sujet de sécurité, c'est utiliser un gestionnaire de mot de passe, et utiliser un mot de passe pour chaque site différent, si possible. Et aussi, les numéros apparemment de téléphone mobile et les emails associés au compte Instagram sont achetables sur un site pour 10 $, ma foi. Donc, vous pouvez faire une recherche pour 10 $. C'est même pas... Vous pouvez acheter un utilisateur pour 10 $, c'est vous devez payer 10 $ pour faire une recherche, voir si un nom d'utilisateur a été pris. Mais bon, on va dire, c'est pas... Je pense que la plupart des gens s'en fichent de toute manière. Et puis, comme je vous ai dit, il y a tellement d'utilisateurs et tellement d'utilisateurs qui ont des comptes genre inactifs. Il y a peu de chances que vous soyez dedans. Et enfin, dernière news plutôt intéressante, c'est SanDisk qui a lancé une micro SD, une carte micro SD, hein, donc toute petite, hein, qui pourrait rentrer justement dans votre nouveau Galaxy Note 8 ou votre LG V30 de 400 Go. Et là, t'es en mode what? Donc, ça bat le record qui était de 256 Go, si je me souviens bien, voilà, de Samsung. Et ça pousse la limite à 400 Go dans une micro SD. C'est juste énorme. Et j'ai juste envie de dire, je n'achèterai jamais un truc pareil. Parce qu'une carte micro SD, c'est très peu, on va dire, résistant. Ça casse très facilement. Et je me vois mal perdre 400 Go de données juste parce que je l'ai mis sur un truc en plastoc très peu résistant. Mais c'est quand même très intéressant pour ceux qui veulent juste une carte SD, la mettre dans leur téléphone, ils touchent plus jamais, et hop, 400 Go en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça donne juste envie pour le futur de se dire, waouh, j'ai hâte d'avoir des cartes, même des cartes SD de 1 Tera et tout ça, ce sera tellement pratique. Ou même juste des SSD de plusieurs Tera, ce sera encore plus pratique. Parce qu'évidemment, ça utilise le même genre de puce mémoire que vous retrouvez dans un SSD. C'est d'ailleurs grâce au fait que les SSD évoluent en capacité, que les micro SD aussi peuvent évoluer en capacité. Donc ouais, et elle coûte 249 $, c'est très cher. Honnêtement, c'est assez cher. Par contre, évidemment, si vous en avez vraiment besoin, que c'est vraiment ce que vous avez vraiment besoin, c'est pas si cher encore en fait. 400 Go, 249 $, si vous en avez vraiment besoin, ça va encore. Donc ouais, bref, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain Texama Show. Je vous dis salut à tous!